Guyane, actualité. Voilà, nous sommes partis pour le rendez-vous de la rédaction en information de ce mardi 7 juin 2022. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Béry, le CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi, on reviendra sur les faits de violence à Soula. La peur s'installe chez les habitants et les commerçants. Vous entendrez le témoignage justement d'un commerçant du quartier. Les obsèques de Benaya Mangal auront lieu jeudi. Le corps du jeune homme a été retrouvé la semaine dernière dans un marais proche du domicile familial. Son père a tenu à revenir sur ce drame et sur les méthodes employées durant l'enquête. Et puis France Asso Santé demande aux candidats de s'impliquer davantage dans les questions de santé. L'organisme fait 20 propositions. Les détails dans quelques instants. Et puis en sport, direction les Savanes avec son Grand Prix cycliste et où la Martinique en sort vainqueur. Et puis enfin, comme chaque soir dans notre page spéciale législative, tour d'horizon des différents temps forts de la campagne électorale sur nos antennes. Vous entendrez Myrta Catier, Joël Prévost-Madère, toutes les deux candidates dans la première circonscription, et Wender Karam pour la seconde. Ce sera à la fin de ce journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous et à toutes. Et vous le disiez en titre, à Soula, certains habitants et commerçants sont plongés dans la peur. Avoir peur près de chez soi et au travail, c'est le quotidien de Nicolas, prénom d'emprunt utilisé à sa demande pour le protéger d'éventuelles représailles. Ce commerçant de Soula vit un enfer depuis plusieurs mois. Avec sa compagne, il travaille sur l'avenue principale, l'avenue Pripri, la même où un jeune a été tué d'une balle dans la tête jeudi matin en pleine journée, au même endroit où une fusillade a fait plusieurs blessés vendredi soir, là où une voiture a été incendiée en pleine journée dimanche après-midi. Le quartier connaît des scènes de violence à répétition sans véritable solution au fil du temps. Voici le témoignage de ce commerçant à Soula. Franchement, j'arrive pas à expliquer le pourquoi. En pleine journée, j'arrive pas à expliquer le pourquoi. Et les gars, ils sont là. La gendarmerie, ils passent. Des fois, ils les contrôlent aussi. Mais quand ils arrivent, c'est comme si les gars, ils sont là. Voilà quoi. Ils sortent de l'école. C'est inexplicable en fait. En pleine journée, comme la journée comme la nuit, les gars, ils sont là et c'est inexplicable. Et ils sont armés, ces jeunes ? Ouais, je pense. Oui, je pense qu'ils sont armés. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce que vous demandez, vous, pour pouvoir être plus en sécurité et ne plus avoir peur ? Bon, augmenter plus les patrouilles de police, déjà, et plus de contrôle. C'est tout, hein. Mais après, c'est comme je disais, les gendarmes, ils sont tout le temps là, les policiers municipaux, ils sont tout le temps là. Donc, les gars, ils ont pas peur des gendarmes, quoi, en fait. Ni les policiers municipaux, ils ont peur de personne en fait. Donc franchement, je sais pas comment les autorités pourront régler ce problème-là. Hein. Un témoignage recueilli à Soula par Samir Mathieu et puis la commune de Makouria, à l'issue de ces homicides avait mis en place une cellule psychologique pour les habitants. Les obsèques de Benaya Mangal auront lieu jeudi. La disparition puis la découverte du corps de ce jeune homme de 17 ans dans un marais près de chez lui ont ému la Guyane entière. Son voisin, à peine plus âgé, partenaire de musculation, a reconnu l'avoir tué. Il est maintenant mis en examen et placé en détention provisoire. Le père de Benaya, Daniel Mangal, a accordé un long entretien à Radio Pays. C'était vendredi soir. Au cours de cet entretien, il a tenu à revenir sur ce drame et sur ce qui lui a apparu comme des errements dans l'enquête. On l'écoute. Compte tenu effectivement de l'écoulement des jours, je me suis dit finalement il y avait quelque chose qui s'est passé. Et je savais très bien que c'était dans cette région, c'est-à-dire dans ce vaste marécage. Et finalement, s'il y a un problème, il peut pas rester comme ça. C'est que bon, il a été victime de quelque chose. Et voilà, ça a été confirmé grâce au travail qu'on a mené avec l'ensemble des bénévoles et ma famille. Il a fallu que ça soit moi, la famille et les bénévoles qui ont bien travaillé, qui ont essayé de ratiboiser. Nous avons effectivement commencé à éliminer, comme on le dit, c'est de la bonne recherche, éliminer cette zone qui pose problème. Alors, le jeudi, il a plu énormément, donc on n'a pas pu faire le travail comme il se doit, notamment pour les drones. Nous avons relancé avec mon frère, que je remercie, Dominique Mangal, bien entendu sa famille, et surtout les dronistes, si ça se dit, qui sont venus. Et c'est ainsi que nous, seuls, sans la présence des gendarmes qui sont venus, juste pour nous montrer qu'ils étaient présents. Et je vous rappelle, vous savez où ils sont allés quand ils sont venus le jeudi? Ils sont allés chez moi pour voir dans, effectivement, la petite forêt.
se trouve non loin de ma propriété. Je ne sais pas pourquoi. Daniel Mangal, le père de Benaya Mangal, on rappelle que les obsèques auront lieu jeudi. 2 jeunes Guyanais arrêtés à leur descente de train jeudi dernier à Bordeaux. L'un de 31 ans avait intégré 538 grammes de cocaïne. Le second d'une vingtaine d'années arrivait tout juste de Guyane. Il a été trahi par son comportement et a lui aussi reconnu avoir avalé des ovules. Il en avait une quarantaine dans le ventre. Les deux seront jugés ce mardi à Bordeaux. À l'approche des législatives, France Asso Santé veut mettre la santé au cœur des élections. Cette union d'associations qui œuvrent pour la santé lance un appel d'urgence aux 27 candidats. France Asso Santé a élaboré 20 propositions de loi majeures qui devraient être mises en exergue à l'Assemblée nationale. Objectif, refonder le système de santé en Guyane. Liberté, égalité et fraternité en santé. Voilà les 3 axes proposés aux candidats sur les questions d'urgence sanitaire en Guyane. Pascal Deslions, coordinatrice régionale de France Asso Santé, on l'écoute. C'était un peu dans la continuité des sujets qui sont abordés par les candidats. On parle beaucoup, de développement économique, de pouvoir d'achat, qui sont des sujets importants évidemment. On va pas le contredire, mais c'est vrai que ce pouvoir, en fait, ce besoin en fait d'avoir un accès aux soins, il est quand même très peu développé, ou en tout cas pas assez fortement par les candidats. Et donc c'est pour ça que là on relaie de nouveau ces 20 propositions qui avaient été présentées lors des présidentielles pour les élections législatives. Les associations qui œuvrent sur le champ de la santé vont être vigilantes sur ces questions, mais il faut que nos élus le soient aussi. On a transmis nos 20 propositions assez largement, en espérant que certains s'en saisissent. Certains, d'ailleurs, nous ont fait des retours. Certains ont pu venir à notre rencontre aussi pour pouvoir aborder plus précisément certaines de nos propositions. On a eu quelques échanges plutôt intéressant avec certains des candidats et on espère que ça va être repris vraiment largement, surtout par le candidat qui va être choisi par la population. Pascal Deslions, coordinatrice régionale de France Asso Santé Guyane, elle répondait à Olivia Nestar. Et nous partons du côté du Maroni où l'eau redescend. Doucement, mais elle redescend. Vigicru est retourné au vert ce week-end. C'est l'indicateur d'alerte de la préfecture, on le rappelle, concernant les niveaux des cours d'eau en Guyane. Et pour l'ensemble de ces fleuves et rivières, le niveau d'alerte est retombé. Ce n'est pas pour autant que les inondations ont disparu, notamment sur le Maroni. Allez, parlons maintenant de cyclisme. La Martinique remporte le Grand Prix des Savanes. Pour la 3e édition du Grand Prix cycliste des Savanes, c'est Marc Flavien du Madinina Biker, équipe invitée de Martinique, qui monte sur la première marche du podium final à Irakubo. Il est suivi par Christopher Le Provost de la Croix du Sud de Matoury et sur la dernière marche, Ivenson Nicolas du Vélo Club guyanais. Durant 3 jours, le comité régional du cyclisme et la CCDS ont proposé un parcours comprenant 5 étapes, 2 contre la montre et 3 courses, soit 350 km au total. Les jeunes coureurs guyanais ont montré leurs très bonnes conditions physiques durant la compétition. Il a manqué sans doute un peu plus d'expérience, explique Jean-Yves Tiver, le président du comité régional du tourisme de la Guyane. Oui, l'abandon de l'ECG, je pense qu'aujourd'hui c'est une grosse équipe, avec à sa tête un coureur quand même qui est à sa 9e victoire depuis le début de la saison. Ça aurait été un duel formidable avec Marc Flavien qui a une très grande expérience. Myron n'a peut-être pas l'expérience de Marc, mais je pense que le meilleur aurait gagné, d'où la raison que Marc a réduit l'écart hier dans le chrono. Donc il n'y avait que 6 secondes d'écart. Et on sait que les stratégies, c'est une dernière étape, donc il faut tout vider, il faut tout donner. Ça a peut-être tué un petit peu du suspense, mais on aurait aimé voir ces deux coureurs se confronter et s'affronter pour la victoire finale. Donc c'est vrai qu'on a un objectif avec notre participation au championnat de France d'outre-mer où il nous faudra réaliser le meilleur résultat possible. Et Dylan prouve qu'il est en très bonne condition, comme Myron et Octavia, toute cette bande de jeunes qui vont défendre les couleurs de la Guyane sur l'île de la Réunion. Jean-Yves Tiver, le président du comité régional du cyclisme, c'est bien du cyclisme et non pas du tourisme de la Guyane. Donc Jean-Yves Tiver, président du comité régional du tourisme du cyclisme de la Guyane. Il répondait à Samir Mathieu. On y arrive. Merci beaucoup. Culture maintenant, la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane permet la consultation de la totalité des collections numérisées de l'Institut national de l'audiovisuel.
Une convention tripartite a été signée entre la collectivité territoriale de Guyane, l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, et le Centre national du cinéma, le CNC, pour la mise en place de 2 postes de consultation multimédia de collection numérisée de contenu audiovisuel, c'est-à-dire programmes radio, courts-métrages, documentation écrite et numérisée, soit environ 11 millions d'heures de programmes de radio depuis les années 30, de télévision également depuis les années 1949 et environ 7000 documents, films, courts-métrages, longs-métrages produits depuis la fin du 19e siècle jusqu'en 2009, sans compter une importante documentation écrite numérisée accompagnant les programmes. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari Nous Lolsiader. passons à notre page politique législative 2022. Il figure sur les affiches pendant les campagnes, puis disparaît. Le remplaçant des candidats, mais à quoi sert-il ? Ni mandat, ni fonction, ni pouvoir, c'est ce que déclarait l'ancien ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debré en 1996 pour parler des députés suppléants, même si c'est le terme remplaçant qui est officiellement utilisé aujourd'hui. Nous avons l'habitude de voir leur visage sur les affiches électorales en arrière-plan, mais en cas de victoire du candidat qu'ils soutiennent, ils n'ont aucun pouvoir tant que certaines conditions ne sont pas réunies. Victor Zamit. Depuis les dernières élections législatives, sur les 577 députés que compte l'Assemblée nationale, à peine une cinquantaine ont fait appel à leurs suppléants pour les remplacer. 55 précisément sur 577, moins de 10%, donc un taux de remplacement relativement faible. Mais comment arrivent-ils, ces suppléants, à devenir députés ? Eh bien, la loi prévoit plusieurs cas de figure. D'abord, quand un député est nommé au gouvernement, c'est d'ailleurs la raison principale depuis ces dernières années qui fait qu'un suppléant va siéger en remplacement du député titulaire. Vient ensuite une autre circonstance, le non-cumul des mandats, autrement dit, lorsque le député a été élu lors d'un autre scrutin. Exemple avec les territoriales de l'an dernier, après la victoire de Gabriel Serville, Karine Sinaï-Bossou aurait pu prendre sa place mais a finalement refusé pour rester à la CCI. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule, puisque depuis les législatives de 2017, 6 suppléants au total ont décliné le poste à l'Assemblée nationale pour conserver un pouvoir plus local. Enfin, dernier cas de figure pour qu'un remplaçant siège au Palais Bourbon, et bien tout bonnement le décès du député titulaire. C'est arrivé 5 fois depuis 2017. En tout cas, tant qu'il n'a pas été appelé à remplacer son député, un suppléant n'a qu'une existence théorique et ne reçoit en conséquence aucune indemnité financière. Les précisions signées Victor Zamit. Wander Karam, l'insécurité et l'immigration comme pierre angulaire de son programme. Le candidat du PSG, Parti socialiste guyanais sur la seconde circonscription, persiste et signe. Et les derniers événements lui donnent raison, selon celui qui est aussi président du COSMA Saint-Laurent du Maroni. Pour Wander Karam, qui était un invité de l'interview politique dimanche, il faut agir de suite. Wander Karam veut aussi que l'État prenne plus en compte les difficultés, y compris sécuritaires, des habitants du Haut-Maroni, et pourquoi pas créer une commune au plus haut du côté donc de Taluyen. On écoute. Le Maroni va de Antekumpata à Pidimatoenke jusqu'à Awalaya-Limapo, et que ces gens-là, nos habitants, les habitants du Lawa, ne doivent pas être oubliés. Aujourd'hui, j'ai pu participer, j'ai pu aller sur le Lawa et j'ai vu combien la détresse est grande là-bas. Beaucoup de personnes sont en difficulté parce que justement on parlait de sécurité, l'insécurité qui est grandissante là-bas. On parlait d'éducation. Lorsqu'un enfant de 14 ans doit quitter sa famille pour aller étudier dans une autre ville, c'est toute une vie qu'on bouleverse. On est en train de dépeupler le Lawa, on est en train de les acculturer, on est en train de construire des choses qui ne nous ressemblent pas. Et moi je le dis, il y a eux et nous, et ce que eux ils veulent, parfois nous ne le voulons pas. Et ça, il faudra changer ça. Pour moi, il y a une nécessité de développer des communes. Et si Taluyen a cette nécessité, cette envie de devenir une commune, moi je soutiendrai l'action. Wander Karam, candidat dans la seconde circonscription. On l'écoute. Nous passons à Joël Prévost-Madère qui veut voir plus loin pour les législatives. Oui, en choisissant le Fort Sepero pour l'interview politique, la candidate qui en est à sa 3e élection pour les législatives a expliqué vouloir agir pour l'ensemble du territoire en insistant sur les besoins d'équilibre et de rattrapage pour les communes hors littoral sur l'Est. Par ailleurs, celle qui avait la pointe de la lutte contre la vie chère et les prix du carburant en 2008 est en colère de voir que 15 ans après, le prix du carburant dépasse les 2 € et qu'on ne tient pas compte de cette dure réalité qui touche durement la majorité des habitants, les plus pauvres et les petites entreprises. On écoute Joël Prévost-Madère. On peut tellement en parler que d'ici le mois de juillet, il y aura à l'Assemblée nationale une loi qui sortira justement sur le pouvoir d'achat.
l'amélioration du pouvoir d'achat. Et clairement, dans la mesure où nous savons que les prix sont la vie est beaucoup plus élevée, à un coût beaucoup plus élevé ici, puisque ça a été chiffré par l'INSEE à une moyenne de 16 à 18%, mais en sachant que si on détaille et que l'on prend les produits alimentaires, 40% plus chers qu'en métropole. Si on prend le logement, 15% plus cher qu'en métropole. Si on prend les déplacements, 10% plus cher qu'en métropole. Les 3 besoins basiques. À partir de là, n'est-on pas en mesure d'attendre une amélioration, un montant supérieur, plus élevé, justement dans les recettes, au niveau des recettes dont bénéficient les élus pour pouvoir répondre à leurs compétences pour le bien-être de cette population. Joël Prévost-Madère, candidate dans la première circonscription. Dernière ligne droite cette semaine de la campagne électorale pour le premier tour des législatives. Qui aura lieu en Guyane, on le rappelle, ce samedi 24 heures avant l'Hexagone. Cette semaine encore jusqu'à jeudi. La rédaction de Radio Pays continue donc de vous proposer un tour d'horizon des différents candidats répartis sur les 2 circonscriptions guyanaises. Et ce matin, Victor Zamit s'est entretenu avec Myrta Catier, la candidate du NFG, Nouvelle Force de Guyane, et qui présente sa candidature aux électeurs de la première circonscription. L'actuelle adjointe à la mairie de Cayenne pour les questions scolaires et principale du collège Auxence Cantou, elle a détaillé sa méthode de travail et si elle parvient à convaincre les électeurs. On l'écoute. Le député, il doit vraiment jouer ce rôle de relais et surtout qu'il soit en capacité de travailler avec tous les groupes qui feront des propositions pour le développement de ce territoire. Dès l'élection, je reprendrai contact avec tous les groupes, les transporteurs, le MEDEF, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, les chasseurs. Vous savez, je ne suis pas spécialiste de tout. Je serai accompagné de personnes qualifiées et donc j'ai besoin de comprendre les dossiers. Et c'est ce que je propose à la population, c'est de pouvoir toujours être au travail avec eux. C'est vrai qu'à l'hémicycle, j'alerterai, mais ce ne sera pas tout d'alerter. Il faudra pouvoir entrer en communication avec ceux qui décident pour que la parole soit entendue. Et c'est ainsi que moi, je fonctionnerai. Bien sûr, il faudra aussi être en capacité de travailler avec tous les élus, toutes les personnes en Guyane. Et vous savez, c'est du lobbying. Il va falloir trouver les bonnes personnes pour que les ministères s'ouvrent. Vous savez que si la porte des ministères ne s'ouvre pas, nous n'avons pas de réponse. Il ne faut pas qu'on se leurre. Moi, je ne serai pas dans une opposition pour opposition. Si je suis dans l'opposition, c'est parce que ça ne convient pas à la Guyane. Et demain, 3 candidats se succéderont au micro de Radio Pays dans les candidats du 7h. Jenny Bunch, Lynn Létard, puis Joël Prévost-Madère. Ce sera à partir de 7h15. Merci beaucoup Arnaud Béhari, Lol Sirder. Et juste après l'édition du 18h, nous passons à la page sportive avec José Blaisès. Bonsoir José Blaisès, avec un à toute vitesse exceptionnel en ce mardi. Oui, puisque hier nous étions à la Pentecôte. Donc c'est un peu normal. On va parler de l'actualité. Elle est de plus en plus forte et en même temps on est en fin de saison. Donc on va faire un petit bilan, on va rappeler ce qui s'est passé. Et puis la semaine qui arrive est quand même très intéressante. Il sera question de football, bien sûr, puisque dans 2 jours, si on gagne ce match, eh bien on est presque qualifié. Oui, face à Belize. Face à Belize, et ensuite Belize vient chez nous. Belize qui est dernière du classement. Justement, alors, imaginons qu'on gagne les 2 matchs, tous les 3 on va aux États-Unis. Bon, ça c'est une autre histoire. Faut pas vendre la charrue. Oui, voilà. Et puis bon, il y a le reste, l'actualité. On a vu une très belle course de 3 jours, le Grand Prix de l'Est. Magnifique. Et ça, c'est de bon augure pour le tour. Des savanes, pardon, je dis de l'Est. Des savanes, c'est de bon augure pour le Tour de Guyane aussi. Et puis il y a toutes les autres manifestations, basket, handball, volley. Bon, enfin, on y va tout doucement, mais sûrement. Un gros programme à toute vitesse dans quelques instants sur Radio Pays avec José Blaisès. Radio Pays 101.3 à Kourou,